L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec des personnalités marquantes de la Matapédia qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, Mario Tremblay. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Canuel. J'ai demandé à l'EGDG, la maison de sondage, de trouver chez toi la plus grande qualité. Et ça a pris du temps pour eux. Et en même temps, je leur ai demandé, dans le même sondage, son plus grand défaut. Ils l'ont trouvé. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme première qualité? Ils ont sorti 99. Et la première qualité, tu l'as presque dit, c'est peut-être synonyme, la compassion. La compassion. Pour les plus démunis, pour aller chercher un diamant dans l'être qui, à nos yeux, paraissent démunis, sont bien plus riches que tous nous autres. Mais notre perception est faussée. Et on a dit de toi, ta plus grande des qualités, puis c'est scientifique, là, ils ne se trompent jamais, hein, sauf lors des élections, c'est la compassion. Et ton plus grand défaut, ils l'ont trouvé, je veux te le dire. Puis ils sont très sérieux tout le temps. C'est de ne pas reconnaître tes 99 qualités. C'est ça le gros défaut. Et ça, c'est un défaut. Tu ris, là, mais c'est un défaut. Il y en a plusieurs qui disent « Non, non, j'ai pas cette qualité-là. » Bon. Et c'est le sondage qu'ils ont fait et qu'ils m'ont donné comme résultat. Ça vaut à peine de payer, hein? Oh, ça vaut à peine de le séparer, je conviens. Par contre, la compassion pour les humains, je pense que c'est un héritage extraordinaire de ma mère. Sans m'avoir allaité, par ses gestes, par sa façon d'être, par son silence communicatif, comme ça se peut pas, une qualité dont j'ai pas réussi à atteindre, évidemment. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Alors, ma mère m'a donné cette espèce d'intelligence émotionnelle-là, où elle était capable de marier et la raison et les émotions, puis souvent par le silence. Ça, c'est l'héritage de ma mère, puis encore aujourd'hui, je le remercie. C'est un bel héritage. Mon père m'avait donné un héritage aussi. Il m'a donné la chance d'être capable de manipuler avec mes mains et menuiserie et plomberie et électricité et maison et des centaines, pour pas dire des milliers d'affaires. Alors, j'ai eu un héritage extraordinaire de père et mère. C'est une belle complémentarité. Absolument, il se complétait. Je sais que, tu as fait allusion un peu tantôt, tu as une passion pour la musique. Es-tu allé à l'École nationale de musique pour l'apprendre? Non, on a commencé doucement en 1964. Sur les drums, sur des casseroles, puis... T'as pas eu de normalement, je chantais, puis bon. Alors, on commençait tranquillement l'orchestre qui s'appelait Les Géminis, en 64. Les Géminis pour? Les Géminis, c'était le satellite, pas le satellite, mais la fusée qui montait dans l'air. En tout cas. C'est ça qui ça avait fermé avec les Géminis. Et puis, on a fait ça pendant 4 ans. C'était une révélation pour moi. J'ai adoré ça. Ça a des inconvénients, mais je pense plusieurs avantages. Ça, tu as joué à l'Hôtel Gagnon. Un peu. Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que ça prenait 21 ans pour entrer dans les hôtels. Alors, on n'en avait pas. J'avais 14, 15, 16, 17 ans. C'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, je t'ai vu à l'Hôtel Gagnon. C'est ça, mais là, je trichais. Là, j'étais hors la loi, M. Canuel. Ça veut dire que le côté délinquance était là. Ça, oui, effectivement. Oui. Maintenant, je sais que tu as perdu un copain, plus que ça, un ami, Michel. Michel Gagnon. OK. Et lors de son décès, tu as réfléchi et tu as composé quelque chose, une chanson, et après, tu l'as ajouté pour d'autres amis, d'autres copains, etc., etc. Et j'aimerais que tu me parles, avant de la jouer, un petit peu de cette chanson-là. C'est quoi le symbolique?
Michel, d'abord, est mort d'une maladie qui est très difficile, c'est-à-dire le cancer, qui permet à quelqu'un d'arriver dans des situations extrêmement pénibles en fin de vie. J'ai eu la chance de le voir dans les quelques semaines qui ont précédé, où il était très malade. Et puis les sirops d'érable, l'eau d'érable a commencé à couler, donc j'étais dans la cabane. Sa dame m'a appelé pour me dire que Michel, il restait que quelques jours. Durant cette nuit-là, parce que durant la nuit, ça s'est fait, l'eau coulait abondamment. Alors, il fallait que je aille dans la cabane à sucre pour contrôler l'eau courante et préparer ça pour le lendemain. Alors, moi, j'avais du temps. Alors là, je me suis mis à imaginer, dans un moment plus émotionnel que raison, évidemment, qu'est-ce que Michel pourrait nous raconter, pourrait dire en fin de vie. Et puis c'est là qu'arrivé avec ma guitare que j'ai commencé avec des paroles sur une faire une chanson pour aider Michel. Peut-être dans ma tête, j'avais l'idée, bon, il m'entend peut-être, enfin, on imagine toutes sortes de choses, un coup en émotion. Alors, je me suis amusé durant toute la nuit à composer cette chanson-là. Peux-tu nous en dire un peu des mots avant de la jouer? Bien, le corps l'abandonnait, c'est tout à fait clair. Et puis, je me suis posé la question, est-il heureux ou malheureux? Bien, j'ai pensé qu'il était, d'une certaine façon, heureux. Donc, le titre de la chanson, ça s'est appelé « Je me sens libéré ». Il se libérait de son corps, il se libérait de plusieurs choses et allait vers un peu l'inconnu, mais de façon plutôt souriante, à mon avis. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que la chanson est née. Ça veut dire que c'est très spirituel. Parce que si il y a quelque chose, pour moi et pour toi, bien, c'est-à-dire, dans ces moments-là, on sait très bien que s'il y arriverait une catastrophe extraordinaire autour de nous, en présentement, on tomberait probablement à genoux tous les 5, puis on ferait une prière avant de mourir, probablement. Alors, les émotions nous emmènent dans des... mais pourquoi faire une prière? Bien, comme tu dis, comme tu m'as déjà raconté à quelques reprises, on croit, pas à 100 mais au moins à 51. 51, on prend pas de chance. Alors, j'étais un peu dans cet esprit-là, là, avec ma fille qui est un peu plus 52, 54 que moi. On tomberait sûrement tous les deux à genoux, et puis on se prendrait dans nos bras, puis on ferait une prière pour attendre la catastrophe nucléaire, ou j'en sais trop rien. Là, t'sais. Alors, on peut comprendre que les émotions amènent les humains dans des conditions différentes que quand la raison est là. Les cendres de ton... de Michel. C'est fun, ça. Parce que les mois qui ont précédé, il est venu ici à un souper, à quelque part à fin novembre. Et puis, c'était le dernier. On savait que c'était le dernier souper avec nous autres, descendu de Sherbrooke spécialement. Pourquoi tu le savais? Parce qu'il était très malade? Oui, il le savait à ce moment-là. Il avait été diagnostiqué cancer incurable, alors il le savait. Alors, le lendemain matin, Michel, ce que tu en penses, on y refait un tour à la cabane. Absolument, il avait passé beaucoup de temps là. Alors, on est partis tous les deux doucement, on s'est rendu à la cabane. Allume le poêle, s'assit, on se berce. Et puis là, on a jasé quand même pendant une bonne heure de temps. Ce qui était très intéressant. Puis dans cette heure-là, il dit, moi, tu sais, je ne veux pas aller dans les cimetières. Je veux avoir des cendres. Puis j'aimerais ça que ça puisse participer dans ta cabane à sucre à quelque part pour faire pousser les arbres. C'est tout à fait intéressant, Michel. Je te promets que la quantité de cendres qui vont m'être remis, je pense que tu vas en mettre ailleurs aussi. Alors, ma petite portion, il y aura une petite fête spéciale pour toi. Et puis, on enterrera tes cendres à travers les 5 petits érables que tu as aménagés il y a quelques années. Là. Ils sont là pour toi. Alors, on a fait la fête un peu plus loin, évidemment. Alors, il est dans l'érablière, là où on parle. Puis tu gardes un souvenir et tu y penses encore? Ah, ben oui. Ben oui. Parce que quand tu as dit que j'ai perdu un ami, tu sais aussi, René, qu'en 1900... Ben, j'avais 40 ans, 90, autour de ça. J'ai perdu le chanteur de Gemini. Ça, c'était une amitié là, de presque de naissance. Il restait dans la rue chez moi. Alors, le cœur a éclaté pour Normand. Alors, ça a été une période un peu difficile. Je pense plus difficile encore qu'avec Michel. Parce que je perdais un ami, la chanson ne marchait plus. On pouvait plus... On faisait souvent des petites soirées avec Normand. Alors là, j'ai presque mis, je dirais... 10 ans de ma vie sans musique, ou peut-être davantage. Autant que ça. J'ai recommencé sur des pressions de mes enfants, pression de ma blonde. Alors, ils ont dit, tu devrais recommencer. C'est là que le clavier est revenu, puis commençait à revenir un peu. Toi, t'es né à Amqui? Oui. Où? Rue des Forges. Peux-tu me décrire un peu la maison de ton enfance
La maison où tu es né, probablement, c'est la maison de ton enfance. Oui. Peux-tu me la décrire un peu? Est-ce que c'était un château? Est-ce que c'était pas un garage non plus? C'était quoi? Ben, c'est sûr que c'était mon père, ma mère, dans la pauvreté. Petit chômeur à 33 par semaine, je m'en souviendrai toute ma vie, où mon père était capable de nourrir sa famille. Par contre, il y avait des épiceries tout à fait incroyables. Il y avait une confiance extrême qui existait entre les humains, ce qui ne fonctionne beaucoup moins aujourd'hui. Puis M. Bérubé permettait à mon père d'accumuler plusieurs dollars de nourriture durant l'hiver, qui, durant l'été, faisait de la menuiserie, construisait des maisons, était capable de remettre les sous. Alors, c'était pauvre. Pas pauvre. Pauvre, c'est pas un beau mot. Mais des années 50, 55, on avait des familles bien ordinaires dans la région aussi. Vous étiez combien de... On était 5 garçons et une fille. Alors, pour nourrir ça, il fallait y voir. Ma mère était extrêmement habile aussi. Ça, c'est une autre qualité qu'elle avait. Capable de prendre un rôti de porc de 2 livres puis manger toute la semaine après. On finissait avec des patates, il y avait juste de l'eau dedans. Mais on avait mis à balance du rôti de porc. C'était ça super, on mangeait bien, très bien. Tu as connu ton grand-père ou ta grand-mère? Très peu. Non? Très peu. La seule, j'ai un souvenir bizarre sur mon grand-père Wally. Il était très habile. Lui, il a hérité, il a donné ses talents à mon père. Mon père me donné. Il restait où, lui? Il restait juste à côté de la maison. Puis je me souviendrai tout le temps, il était sur-dessus de la maison, au 2e étage. Puis il y avait de la glace. Il avait sa petite hache à 80 quelques années. Puis il cochait dans la glace pour enlever la glace. Il n'était pas vieux. Il avait pris de l'âge. Il avait 80 et davantage. Il était usé. Alors, mon père était bien frustré de ça, bien choqué. Alors, il est allé le chercher, puis il a dit, tu fais pas ça. Alors, il est mort pas longtemps après, monsieur Wally. Mais très habile. Ben, il m'a fait un cadeau, là. Ben, il m'a fait un cadeau extraordinaire, le père Wally. C'est incroyable. Il était capable de faire des pichoux pour aller faire de la raquette avec un talon d'orignal. Et puis, je les avais encore, il avait donné ça à ma mère. Puis ma mère les a mis quelques fois. Par contre, quand on a réparé la maison pour des raisons que j'ignore, les pichons ont disparu. Alors, ça avait fait un petit quelque chose. Ça aurait été tout un souvenir à garder pour le grand-père qui faisait ça dans sa boutique de cordonnerie. Ton père, tu nous as parlé un petit peu tantôt, tu as parlé de ta mère. Donne-nous une des grandes qualités, tu le décris peut-être tantôt, là, mais une des grandes qualités de ton père et de ta mère. Ta relation avec les autres, est-ce que tu parlais un peu avec ton père? Est-ce que le dialogue était relativement facile? Ou il était plus facile avec ta mère? C'était plus facile avec ma mère, évidemment. Il ne faut pas penser que mon père s'est marié à 40 ans. Ma mère, 27. Wow. Alors, il y avait une différence d'âge assez importante. Moi, j'avais 50 ans avec mon père de différence, ou bien proche. Il aurait pu être ton par contre, grand-père. il était du genre garage, menuiserie, plein d'outils. Et puis, il nous disait... Vous pouvez utiliser le garage. Il y avait un tas de bois dans le coin, mais on vendait des ragots de bois, puis on faisait ce qu'on pouvait faire. Mais tu faites attention, il levait sa main dans les airs. Faites attention, il y avait un doigt de coupé. Alors, je me souviendrai tout le temps, ça, c'était sa joke, finalement. Là. Petit gars, n'oubliez pas, il ne parlait pas plus que Mais ça. c'est arrivé comment, ça? Dans le garage, il était effectivement coupé un doigt sur le bâti. Il n'y avait aucune protection, il n'y avait aucun garde, il n'y avait rien. Alors, il dit, OK, allez-y. 12-13 ans, là. Allez-y. Mais attention, c'était sur la même joke. On riait, on s'en allait faire un petit peu de menuiserie, on s'amusait. Ma mère, son extrême qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un souvenir avec toi d'un dialogue, je sais pas, là, une phrase. Avec mon père? Ton père ou ta mère? Oh. Mon père, à l'époque, là, c'est toute une révélation qu'il m'avait faite. On est dans le garage tous les deux, on chauffe le petit poêle. Il y a 60... Mais quand on revenait à Mkoui, j'avais peut-être 25 ans, donc lui, il avait 70, 72. Il dit, il faut que je te dise absolument quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, j'ai eu un enfant illégitime. Là, ça va. Bon, je pense qu'après 50 ans, puis 60 ans, on peut facilement en parler. Alors, avec sa première dame, il y a eu un enfant qui est allé à la crèche. Il est allé à la couche à Rimouski. Oh. On gardait l'enfant et puis la madame se retournait chez elle. C'était très, très triste d'ailleurs comme événement. Alors il m'a raconté, il dit, il faut que je te le dise. Alors, il m'avait raconté, c'était dur pour lui de dire ça. C'est une confiance incroyable. C'était toute une confiance qu'il m'avait faite à ce moment-là. Puis il a admis, il était d'accord pour que mes frères le sachent aussi. Okay. Alors c'est pas lui qui l'a dit aux frères. C'est toi. Dans une partie de chasse, j'ai eu annoncé ça à mes frères. Puis une conversation avec ta mère? Ma mère, absolument, elle aussi, elle avait des petites choses à dire. Mais c'était tellement charmant ce qu'elle disait.
Un des souvenirs les plus exceptionnels de ma mère, c'est fou à dire, c'est dans sa tombe. Elle est embaumée, elle est dans son cercueil. J'étais à côté d'elle, je l'aimais à mort, peut-être plus que je l'aimais quand elle était vivante, mais j'étais pour elle 100%. Et puis il est arrivé 5 monsieur. Un après l'autre. Monsieur Bérard, Louis, je peux nommer le nom, c'est tellement des gens charmants. Monsieur Charlevier qui est décédé. Les 2 frères Belzile, je suis rendu à 4, un 5e. Ils m'ont dit à peu près le même message tous les 4. C'est là que j'ai vu la grande richesse de ma mère. Ils ont dit, cette dame-là, on ne pourrait pas autrement que venir la saluer avant qu'elle parte, pour de bon. C'était une dame extraordinaire. Elle avait enseigné pendant 10 ans. Et puis, malgré que c'était les années difficiles, 40 à la 50, dans ces coins-là, elle n'a jamais battu un enfant. Ce qui était à la mode à l'époque, de frapper avec l'inspecteur de l'école qui recommandait de donner des petites tapes, puis des petites règles, puis les profs, puis je suis dire, les curés étaient aussi d'accord pour qu'on frappe les enfants. Alors ma mère, elle, jamais. Alors les enfants, M. Charles vient, il dit, on chicanait peut-être pour être... On avait assez hâte de voir dans quelle classe on était. On voulait tout avoir Rosemary comme professeur. Hey, c'est inspirant. Ouais. C'est inspirant, ce témoignage-là. Du coup, je le raconte avec émotion. Puis ça, elle m'a confié cette capacité-là, émotionnelle, d'être avec les gens, aidant plutôt que malfaisant, finalement. Puis là, j'ai tenté, parce que les dames, eux autres, ils ont une qualité qui est différente de la nôtre. Surtout toi. Elles sont très instinctives. Elles devinent tout sans qu'on parle. C'est incroyable. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Françoise, ta blonde, est comme ça. Alors, j'ai dit, il faudrait que j'essaierais de les imiter, parce que c'est une qualité essentielle pour aider les gens. De les sentir, de voir dans quel état ils sont, de deviner en quelques secondes la tristesse dans leurs yeux. Alors, ma mère m'a donné cette capacité-là. J'en suis très heureux. T'en souviens-tu que tu avais mis sur la tombe de ta mère un texte? T'en souviens pas? Non. La vie comme un tricot. C'est comme un tricot. Et j'avais trouvé ça beau. Et on dit, tricote de ton mieux. Une maille à la fois. Une maille, c'est une journée. Et j'ai relu le texte. Et je trouvais que ça décrivait tellement ta mère. Une maille à la fois. Il y a des mailles à l'envers, des mailles à l'endroit. On peut en manquer une, on peut la reprendre. Il me semblait que est-ce que ça exprime pas mal l'image de ta mère? C'est elle. C'est elle. C'est elle. Elle disait, les petits gars, je connais dans le cours avec les voisins. Petits gars, nous-en. Alors, amusez-vous ici, là. Puis dans quelques minutes, ça va bien aller. Vous sortirez. Elle faisait toujours ce principe-là de silencieusement dans nous chercher. Salut. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes à côté de votre mari, époux, copain. Mon Dieu, c'est beau, ça. Auriez-vous un petit mot à dire à ce monsieur? Moi, je l'appelle monsieur, mais toi, tu as peut-être un petit mot à dire? ou un sourire? Premièrement, oui. Bien, premièrement, si j'avais pas connu Mario, j'aurais sûrement mal viré moi aussi, parce qu'on avait 13... Moi, j'avais 13 ans, il avait 14 ans. Juste 13 ans? Oui. On était très, très... précoce dans le temps. Puis, c'est ça, on était un peu délinquants, ces bars. Puis, si j'avais pas été avec Mario, j'aurais pas eu la chance d'avoir eu mes 3 amours, Steve, Isabelle et Jacinthe, qui m'ont donné 9 beaux petits-enfants. Steve. 2 gendres et une bru, quand même. Fait que c'est grâce... à cause de Mario et de moi. C'est ça. Et c'est comme un... Micheline, moi, il y a quelque chose que j'aimerais que tu raconterais, parce que c'est quand même assez pertinent, à mon sens. C'est quand les pensionnaires de la maison ne faisaient pas ton affaire, puis il y avait des brouilles, qu'est-ce que tu faisais?
Ma mère, elle gardait des pensionnaires parce que mon père était très malade. Ça fait que souvent, les pensionnaires ne faisaient pas vraiment mon affaire. Fait que je partais, puis j'appelais Mario. Puis on s'en allait sur le pont. Puis là, je racontais, je pleurais, puis j'avais des peines. Fait que c'est lui qui me consolait. Puis là, il me disait, il m'aidait à passer à travers de tout ça. Fait que, il a été un père, un frère, un père, un mari. Parce que... Puis là, je suis ton grand-père. oui. Non, là, il est devenu mon gros bébé. Ça ne me surprend pas. Ouais. Puis c'est ça, à travers comme tu disais tantôt, de ses qualités, ses défauts, on grandit tous les deux. Puis il m'a appris, je lui apprends aussi. Puis je pense je pense pas, on s'aime encore. Puis de toute façon, même si j'irai ailleurs, je suis sûre je vais perdre. je vais avoir une grosse perte. Tout le monde dit de vous autres, là, vous êtes un couple extraordinaire. Hors de l'ordinaire, dans le sens suivant, vous êtes personnel, vous êtes deux personnes très personnelles. Est-ce vrai? Oui. Oui. Ça veut dire quoi, personnel, pour toi? Personnel, moi je dis qu'on est des personnes entières. On aime, on donne, on partage. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'amour à donner. Mario aussi. À travers de nos amis. On a des amis extraordinaires. Puis, on essaye de garder ça, de bien les nourrir aussi. Nourrir de... Je pourrais rajouter, René, que dans son cas, elle, on n'a pas besoin de passer un sondage à croppe ou léger. Sa extrême grande qualité, puis ça, c'est dominant chez elle. Elle est généreuse de sa personne, de ses biens, de tout ce qu'elle possède. C'est une générosité presque sans limite. Pour les amis, pour ses enfants, puis pour les petits-enfants, ben c'est exceptionnel. Plus que toi. Ah oui, nettement, très généreuse. Mais lui, c'est différent. Moi, j'ai hérité de ma mère de cette qualité-là. Rose, c'était une femme de cœur. Ça s'appelait Rose. Rosalie. Mais tout le monde l'appelait la Rose. Fait que, elle m'a donné un bel héritage. Puis, c'est ça. Mais c'est facile de donner quand on a reçu beaucoup. C'est vrai. Oui. En tout cas, je te remercie. Mais ça me fait plaisir. Puis je suis très fier que tu sois venu. Merci. Oui, merci. Bonjour, madame. Vous connaissez ce monsieur? Oui, depuis longtemps. Depuis Depuis très longtemps. On était jeunes et beaux. Aurais-tu un petit mot à dire à ce monsieur? Bien sûr, j'ai même beaucoup de mots à dire de Mario. Quand tu m'as approché pour ça, je me disais, mais qu'est-ce que... Puis le mot qui m'est venu en tête, c'est fidélité. Mario est un homme fidèle. Fidèle, premièrement, à ses parents, parce qu'il les a accompagnés jusqu'à la fin, puis il a même acheté la maison pour les loger en haut. Fidèle à sa femme. Mais on sait tous, par exemple, qu'il y a une maîtresse. Son nom, c'est Érable, puis son nom de famille, c'est du chef. Ça, c'est sa maîtresse. Mais elle a appris à vivre avec ça. Mario, il est fidèle à ses amis, puis il est fidèle à lui-même. La preuve, c'est que c'est toutes ces années-là qu'on est devenus des amis. Mais j'ai rencontré Mario à cause de Normand, justement. Eux autres, là, ils n'étaient pas juste fidèles comme amis, ils étaient complices. Ils nous en ont fait voir de toutes les couleurs, évidemment. Quand tu dis des soirées de temps à jouer au bœuf, sur 10 games, Micheline puis moi, on en gagnait une, puis c'est comme si on avait eu la médaille de bronze. On sautait 15 pieds dans les airs. On en mangeait des torpinouches, puis évidemment, il y avait l'ego très fort. Eux autres, ils ont fait de la musique. Micheline puis moi, on trouvait les morceaux, puis eux autres les pratiquaient, puis les jouaient, puis faisaient danser les gens là-dessus. Ben, c'était pas eux autres qui décidaient des morceaux, là. C'était nous autres. On avait quand même un grand pouvoir de décision. Un grand pouvoir. Un grand pouvoir de décision. Mais Mario, il est fidèle à lui-même.
Mario, il est fidèle partout. Il est fidèle avec ses enfants. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Parce que Mario, il ne fait pas les choses à peu près, là. Quand il a décidé de faire de la raquette, il était fidèle à ses raquettes. Quand il faisait du ski de fond, il était fidèle à ses skis de fond. Quand il a embarqué sur le vélo, il était fidèle à son vélo en tabarouette. Quand il est dans le travail, il est fidèle à son travail. Il y en est tannant dans sa fidélité. Mais on l'accompagne dans tout ça, puis on l'aime indéfiniment pour sa fidélité. C'est un beau commentaire. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur René. Bonjour, madame Jacinthe. Oui. Je crois que tu as hérité de beaucoup de choses de ton père. Entre autres, Entre autres. la musique. Oui, la musique, parce que là, c'est quand même bien Je vois ta évident. guitare, je vois ta guitare. Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Oui, sûrement. Il y a beaucoup de choses. Mais une chose qui est assez évidente, on voit tous les cheveux blancs de mon père. Tantôt, on a vu ma mère, elle cache beaucoup ça. Mais moi, j'ai décidé de laisser aller mes cheveux blancs Formidable, c'est très beau. pour ressembler plus à mon père. Mais le jour où je vais être toute blanche comme ça, peut-être qu'on en reparlera. Tu te protèges. Alors, si tu veux nous jouer ta chanson, Ben oui. Ben, peux-tu l'expliquer un peu avant? ben, dans le fond, écoute, j'aurais aimé avoir plus de temps pour composer une chanson. Composer une chanson, ça prend quand même un certain temps. Ça prend le temps de peser les mots. Mais il y a quand même une chanson qui existait déjà, qui s'appelle « Si jamais j'oublie de Zaz ». C'est une chanson quand même pour moi qui est intéressante, à part un peu du vieillissement aussi, qu'on ne veut pas oublier. Fait que c'est ça, fait que je vais m'aligner avec ça. Un petit bout que j'ai modifié aussi. Allez. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Aux piqûres de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon poussé, un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes